Les amis d'Africa TV Network, c'est une joie et un plaisir de vous savoir encore. Aujourd'hui, j'aurai un duplex avec monsieur Jacques Matanda Mamboyo, analyste politique que vous avez connu tous, jeune tigre de l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous allons parler de lui à propos justement de la sortie de la Cinco, un sujet qui agite le débat public en RDC. Il y a aussi l'interpellation de Lengankoy qui a avancé des chiffres là invraisemblables par rapport au nombre de morts. Selon lui, 10 morts, 10 disparus en centaines et des blessés en centaines. Alors, la scène politique congolaise s'agit-elle? Elle va dans quelle direction? Avec lui, nous allons devoir décrypter ensemble la situation politique du pays. Bonjour, monsieur Jacques Matanda Mamboyo. Bonjour, bonjour mon cher Blaise, comment vous allez? Dieu fait grâce. Alors, le Cinco est sorti dans une déclaration. Elle n'est pas d'accord avec un quelconque changement ou bien modification de la Constitution. Le Cinco a tranché dans la journée d'hier. Quelle est votre réaction à cette sortie-là médiatique de la Cinco? À mon humble point de vue, je pense que la Cinco est en train de jouer un jeu extrêmement grave. Extrêmement grave. J'ai comme l'impression que la Cinco s'inscrit dans une démarche vivant quelque chose qui pourrait ressembler à une atteinte à la sécurité de l'État, allant dans le sens de susciter une insurrection populaire. Je vous parle franchement parce que je dis, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. J'ai suivi l'émission avec l'excellent exposé de M. Chilumbai, un exposé responsable. Et quand j'ai entendu parler le secrétaire général de la Cinco, il a fait aucune allusion à l'argumentation solide avancée par M. Chilumbai pour pouvoir justifier la position qu'il prenait. On se rend compte qu'ils ont un pacte secret quelque part et ils veulent concourir à la mise en œuvre de ce pacte secret pour pouvoir donc provoquer une situation dans la ville de Kinshasa. Donc j'ai dit, en tout cas, les autorités en place, les services de sécurité, devraient vraiment bien se préparer dans la gestion de ce qui semble être en gestation. Et là, je parle de mon analyse critique. Et j'ai dit que ce que l'Église est en train de faire est extrêmement grave. Ils doivent être des mèches avec des groupes d'intérêt politico-financiers des pays étrangers qui sont intéressés au Congo. Quand je suis, par exemple, l'interview de Louis Michel, il passe, je l'ai suivi tout à l'heure, il passe un certain nombre de messages et quand on analyse bien ces messages, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en gestation. Je vois par exemple comment il critique les Américains. Louis Michel, à moins qu'il soit ignorant de l'histoire de la Belgique, ce que le génocide congolais mené par Kagame aujourd'hui au Congo, les Belges l'ont perpétré au Congo de 1880 à 1910, aux environs de 1910. Les Belges ont tué plus de 15 millions de Congolais. Et si vous allez sur Google, vous faites des recherches, plus de 15 millions de Congolais au moment où ils étaient investis dans les pillages de ressources naturelles congolaises. Et je pense que si Louis Michel avait un minimum de connaissance de l'histoire de la colonisation belge, il saurait que le Congo a été sauvé en 1904 par la résolution Cabot Lodge adoptée à l'unanimité des sénateurs républicains et démocrates américains, lequel résolution Cabot Lodge a mis en œuvre la mise à disposition d'un flux financier extrêmement important du jamais vu
un extrêmement important flux financier américain vers le Congo. À ce moment-là, la colonie congolaise démarre en 1908. Et c'est ce flux financier américain de 1900, de 1908, 1910 à 1960, pendant près d'un demi-siècle, c'est ce fulgurant flux financier américain qui a permis de bâtir le Congo. Et on a eu à ce moment-là, en 1960, un Congo où les cadres de vie, les conditions de vie des Congolais en 1960 étaient équivalents aux cadres de vie, aux conditions de vie des populations canadiennes, par exemple, ou aux populations sud-coréennes, par exemple. C'était grâce aux Américains. Et quand je vous dis, par exemple, personnellement, j'ai fait acte d'adhésion, comment dire, à la dynamique politique du président de la République, après son comment dire, sa conférence avec la diaspora et la presse américaine, quand il parlait de déboulonner le système et que la réussite de la démarche visant à déboulonner le système, la réussite de la démarche était conditionnée par le partenariat américain. Sans partenariat américain, il disait qu'il n'y a rien qui pouvait être réussi. Donc, avec ce discours du président de la République, Oui. on se retrouve en 1904, quand le président américain Alexandre Roosevelt, a saisi, le Sénat américain pour qu'il puisse prendre les dispositions pour réparer les dégâts, c'est-à-dire le génocide, l'holocauste du peuple congolais tel que perpétré par la Belgique. Aujourd'hui, à peu près une centaine d'années après, je pense 120 années après, Oui. Kagame a fait tout à fait la même chose comme les Belges ont fait. Et quand vous allez suivre, vous vous rendrez compte que le génocide de Congolais sous Kagame est accompagné par la Belgique, qui est le siège de l'Union européenne, qui contrôle tout le vécu, la dynamique politique, européenne, au niveau de Bruxelles. Et c'est là-bas où des montants, des sommes, des assistances militaires, assistances financières, toutes sortes de choses ont été faites par l'Europe pour financer le deuxième. C'est comme ça qu'on parle de Paul Kagame en termes de Léopold II. Donc, on a eu le premier génocide congolais avec 15 millions d'habitants avec Léopold II. On a maintenant le deuxième génocide congolais avec Léopold II, qui est Paul Kagame. Et alors, quand nous nous trouvons dans cette situation-là et que nous voyons que le président de la République, aujourd'hui, avec sa conférence, son briefing, à Washington, qui aujourd'hui, avec les accords conclus avec le président Donald Trump pour le partenariat minier, américain, Oui. j'ai dit, nous nous rendons compte que les Belges ne sont pas contents de cela parce que à l'époque, le partenariat minier américain était géré par la Belgique. Le flux financier américain injecté au Congo passait par Bruxelles, et c'est Bruxelles qui faisait les placements au Congo, de sorte que en 1960, quand le Congo accède à l'indépendance, Oui. Patrice Emery Lumumba et presque l'ensemble des forces politiques congolaises ont posé le problème du portefeuille congolais. Le portefeuille congolais, en fait, c'était ce qu'il en était, ce qu'il en restait du flux financier américain au Congo de 1908 à 1960. Et en fait, c'est de l'argent que les Belges ont détourné. Et aujourd'hui encore, et quand ils ont mis en échec la conférence nationale souveraine, c'était pour empêcher que les débats de la conférence nationale souveraine puissent poser le problème du contentieux financier belgo-congolais. Donc, nous nous trouvons aujourd'hui face à une situation qui, dans une certaine mesure,
nous ramène au vécu de juin, plutôt de 1960, avec le problème du patrimoine congolais. Les Européens, surtout les Belges, qui prennent avec eux les Français, parce que beaucoup d'intérêts, comment dire, belges au Congo sont jumelés avec des intérêts français. Et ils sont très mécontents de voir que les Américains vont avoir la primeur au Congo et ils vont essayer de provoquer des situations extrêmement graves au Congo pour ameuter, comment dire, la planète, l'opinion internationale, ameuter le monde et dire voilà, le président Tshisekedi fait ceci, fait cela. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de sortir d'un génocide qui a coûté plus de 20 millions de morts. Moi qui vous parle, je suis ancien premier vice-président de la commission des assassinats et violations des droits de l'homme à la conférence nationale souveraine. Donc j'ai dit, j'ai concouru à diriger la commission qui s'est appesantie sur la problématique de l'extermination des populations congolaises pendant tout ce temps. Et j'ai dit, j'ai la nette impression qu'il y a un remake qui veut venir. Les Belges, quand je prends un gars comme Louis Michel, ils ne sont pas gênés, ils n'ont pas froid aux yeux, et comme on ne parle pas du contentieux, comment dire, du génocide belge des années 1880 à 1910, des 30 années du génocide belge, eh bien, ils sont très à l'aise de revenir à faire du chantage, pas seulement du chantage, mais ils veulent rééditer cet exploit-là. Donc j'ai dit, ça pose un problème très 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 sérieux. Il y aurait vraiment lieu qu'on fasse très attention. Très attention. Alors, comment vous sortez à la conclusion que la CENCO est avec eux? Comment est-ce que vous rejetez le parallélisme entre ce que la CENCO a fait comme déclaration, ce qui se prépare ici sur la toile? Comment est-ce que vous jetez ce parallélisme-là? Le parallélisme est très clair. Okay. Nous avons au Congo, et d'ailleurs, je regrette que le président Tshilomba n'ait pas parlé de la conférence nationale souveraine. Je regrette beaucoup que dans les débats actuels, on essaye de taire la réalité de la conférence nationale souveraine, où le peuple congolais, après 30 années d'histoire, a essayé de faire le bilan de la situation catastrophique qu'il y a eu. Et le président Tshilombaï a parlé de la lettre ouverte des parlementaires. Mais c'est cette lettre ouverte qui a démarré le processus qui a abouti avec le couronnement de la conférence nationale souveraine, la remise en question contenue dans la lettre de 13 parlementaires, la lutte qui a suivi cette lettre-là nous a amené à la conférence nationale où nous avons cru qu'on allait régler le problème, de la mise en échec de l'accession de la République du Congo, démocratique du Congo à l'indépendance nationale le 30 juin. Nous avons cru qu'on allait mettre fin à cela et que des institutions nouvelles allaient être mises en place. Et c'est là où nous avons eu justement la mise en échec de la conférence nationale, où se préparait déjà l'affaire, le génocide rwandais au Congo. Parce que, quelque chose qu'on ne dit pas, à la conférence nationale souveraine, vers la fin de la conférence, quand nous étions en train de terminer le débat, il s'est posé le problème de la nationalité congolaise des Rwandais. Et c'était très, très, très dur. Et même nous j'étais président de la commission de stratégie de l'Union sacrée de l'opposition radicale. Donc, j'organisais, je supervisais les stratégies dans la salle. Vous avez suivi ça en direct. J'ai dit, nous avons été très surpris de voir que la conférence nationale souveraine, à la fin, quand les revendications de la nationalité des Rwandais est venue, en question. Eh bien, on a assisté à l'atterrissage forcé de la conférence nationale souveraine. Des Congolais ont manipulé le président Mobutu en essayant plutôt de le laisser braquer sur l'opposition radicale
plutôt que de penser à ce qui était en gestation au niveau de, comment dire, de son renversement par des groupes rwando-ougandaises. Toutes ces choses étaient déjà en gestation pendant la conférence nationale souveraine. Et pour faire aboutir, on a préféré bloquer l'accession, l'installation du président Étienne Tshisekedi Amulumba à la primature, de manière à ce que Kengo Adondo devienne Premier ministre. Et c'était un cafouillage terrible. Et aujourd'hui, avec le recul dans le temps, nous pouvons maintenant nous rendre compte, nous pouvons maintenant critiquer ces choses-là et nous dire aujourd'hui que nous sommes à l'avant-veille de la réédition de quelque chose d'extrêmement grave. Parce que j'ai dit, le contrat minier que la République démocratique du Congo est en train d'apprêter avec les États-Unis va ouvrir des perspectives, notamment à la mise en œuvre d'un partenariat qui va prendre le monde agricole. Moi, je suis agro-industriel. Donc, j'ai dit, nous nous préparons en ce qui nous concerne comme agro-industriel de venir, de faire des suggestions au président pour la prise en compte du partenariat agro-industriel et alimentaire congolais sur le marché américain, où vous avez des problèmes importants comme des problèmes de ce qu'on pourrait appeler la pandémie de, comment dire, de l'obésité. Il y a de l'obésité en Amérique. Il y a énormément de problèmes ici pour lesquels l'agro-industrie et alimentaire congolais peut intervenir, qui peut permettre de concourir à la relance importante de la dynamique de création des emplois au Congo, de même qu'aux États-Unis, dans la foulée de cela. Donc j'ai dit, il y a tellement de choses qui sont en gestation, qui dans le cas d'espèce, tel que les choses évoluent, fait que les Belges se sont disqualifiés, que les Français, le groupe d'intérêt français coloniaux, le groupe d'intérêt, les ex-groupes d'intérêt coloniaux français et belges se sont disqualifiés, et eux se rendent compte que les Américains vont prendre à eux seuls le gros morceau. Donc, ils sont prêts aujourd'hui à susciter. Et alors, je vous dirais que avec le génocide belge dont je parle en 1980, 1910, parmi ceux qui ont soutenu, ceux qui ont été partie prenante dans ce génocide-là, il y avait, conduit par le roi Léopold II, il y avait le gouvernement belge, il y avait 2, le Parlement belge, il y avait 3, les entreprises belges, et 4, il y avait l'Église catholique belge. L'Église catholique belge a été l'un des piliers importants du génocide congolais de 1880 à 1990. Donc aujourd'hui, l'Église congolaise, l'Église catholique congolaise néocolonialiste est arrivée à abuser de la bonne foi de la dynamique de l'Église protestante, qui se laisse conduire maintenant comme des moutons de Panurge et qui se mettent dans le jeu de ce qui est en train d'arriver. Et j'ose espérer, comme je prends sur moi de dénoncer cela comme ça, que l'Église, protestante congolaise va devoir se ressaisir, va devoir se dire que l'Église presbytérienne américaine, qui a joué un rôle très important dans l'implication des États-Unis au Congo pour bloquer le génocide de 15 millions de Congolais par la Belgique, j'ose espérer que l'Église protestante comprendra que l'Église protestante américaine a payé un des prix les plus lourds du fait de son implication dans la démarche visant à sauver des vies humaines au Congo. Et que l'Église protestante puisse s'interdire de pouvoir se faire instrumentaliser par l'Église catholique, ignorant ce qui est en train de se faire. Donc j'ai dit, ce que l'Église catholique fait aujourd'hui, et vous allez voir même la mise en échec de la conférence nationale souveraine conduite par Monseigneur Mosengo, était le fait de cette communion entre l'Église catholique,
belge et l'Église catholique congolaise. Donc j'ai dit, aujourd'hui, l'Église catholique congolaise s'inscrit dans la logique de la domination, de l'exploitation et même de l'extermination massive des populations congolaises par la dynamique de domination néocoloniale belge et européenne, si je peux compléter. Donc, selon vous, il est à craindre que l'Église catholique soit derrière un projet instrumentalisé par l'Occident pour déstabiliser la RDC, créant effectivement des émeutes, alors à craindre. Mais l'opposition a planifié avoir, après les sit-ins d'abord, journée de l'île morte, sit-in aujourd'hui, ils parlent d'une marche pour chasser les chefs de l'État. J'ai suivi leur communication de l'Union africaine de son bureau. Qu'est-ce que ne craignez-vous pas, en tout cas, des émeutes dans le sang, dans les jours à venir, en RDC, eu égard à tout ce que vous avez avancé comme lien entre un certain milieu d'influence belge et l'Église catholique et les politiciens locaux au niveau de Kinshasa? Je commencerai par dire ceci. Ce n'est pas des rêveries. Je ne suis pas en train de faire, je suis pas en train de rêver. Ce que j'ai dit est vrai. Oui. Vous vous imaginez, le secrétaire général de la CENCO vient tenir son discours concluant les 3 journées qu'ils ont pris pour pouvoir gérer l'aspect médiatique du complot qu'ils sont en train de ourdir. Ok. Eh bien, il prononce son discours sans tenir compte des arguments extrêmement, je dis bien, extrêmement importants présentés par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Chilumbaï. Donc, vous vous rendez compte, en fait, c'est du gangstérisme qui est en train de venir au niveau de la CENCO. Je pense, avec un peu de sens de responsabilité et de sérieux, le secrétaire général de la CENCO aurait dû, dans sa présentation, dans son argumentation, pouvoir s'appesantir sur les avis et considérations motivés présentés par le président de l'Assemblée, essayer de tenir cela en échec avant de pouvoir annoncer tout ce qu'il a annoncé par la suite. Je vous dis, c'est vraiment un gangstérisme au niveau de l'Église catholique. Et quand je vois des choses comme ça, je dis, ceux qui disent que l'Église catholique est financièrement corrompue par les Kagame et sa bande, ils ont raison. Parce que c'est des gens qui perdent la raison, c'est des gens qui perdent véritablement la raison, qui sont versés dans une voyoucratie qu'on ne peut pas imaginer. L'Église catholique, heureusement que la CENCO n'est pas l'Église catholique. Okay. Mon père, mon très bien-aimé et regretté père était catholique, ma très regrettée et très bien-aimée maman était catholique, j'ai été baptisé catholique. Donc j'ai dit, je ne peux pas accepter d'avoir une CENCO diriger la vie spirituelle de l'être que je suis. Et j'ai entendu tout à l'heure le premier vice-président Chilumbaï parler du célibat. Il adhère au célibat parce que catholique. Alors nous ne pouvons pas accepter que des gens qui se mettent à la responsabilité du vécu de notre vie spirituelle puissent venir comme ça, prendre des attitudes de voyoucratie, de criminels notoires, comme j'ai vu ce secrétaire général de la CENCO s'exprimer. Et j'ai dit, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave. Nous, Congolais, nous devons réclamer auprès de Rome que l'on puisse nous mettre à l'abri des criminels comme ça à la tête de l'Église catholique au Congo. Nous revenons, comme je viens de dire tout à l'heure, nous revenons à l'Église catholique belge qui a soutenu le roi Léopold II dans le génocide belge de 1880 à 1910. Et je vous dis, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on est en train d'abuser des jeunes. Pendant 66 ans, le Congo a connu une situation qui fait que l'emploi, la dynamique d'emploi n'a pas été soutenue. La plupart des jeunes sont dans le chômage. Nous sommes en train aujourd'hui de concevoir
comment dire, des projets de la relance de la dynamique de la production agro-industrielle et alimentaire pour susciter, au travers de la méthodologie israélienne des coopératives Kibbutz et Moshav, Oui. susciter la création massive des emplois dans les jeunes. Mais j'ai dit, pendant que nous sommes en train de penser à des projets comme ça, que nous voulons rattacher au partenariat minier américain, j'ai dit, nous ne voulons pas avoir une église catholique irresponsable, corrompue, qui vient passer de discours de légèreté, d'extrême légèreté sur les médias publics. Et nous voyons des politiques ailleurs qui ont contribué à mettre en échec les travaux de la conférence nationale souveraine, des traîtres. Et j'ai dit, vraiment, je me fais fort de me mettre là pour dénoncer cela. Et nous devons en appeler aux autorités américaines. Il faudrait qu'une délégation aille à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour pouvoir déposer une plainte par rapport à toutes ces crapuleries des ambassades européennes avec leur, relais de l'Église catholique congolaise pour pouvoir mettre en échec le partenariat, la réédition 141 années plus tard, 130 années plus tard, la réédition de l'extraordinaire flux financier américain qui a aidé le Congo. Donc j'ai dit, franchement, je suis dépassé au moment où je vous parle. L'Église catholique, s'il vous plaît, va être un des incitateurs du génocide qui est en préparation au Congo. C'est très grave. C'est très grave. Toute l'église, parce que la Senko, c'est un fait privé. Déjà, des voix dissonantes déjà. Par exemple, l'évêque de Mbuji-Mayi n'est pas avec eux ensemble dans leur déclaration parce que lui, il veut le changement et la modification si c'est l'intérêt du peuple. Alors, dans l'aspect des opposants qui préparent des émeutes au devant de nous, quel est votre point de vue par rapport à ce qu'ils prévoient à faire d'ici le 8 juillet prochain? Je pense d'abord la première chose, j'en appellerai au gouvernement, j'en appellerai à l'État congolais. Il faut absolument interdire cette affaire-là. Il faut vraiment bloquer cela. Parce que si l'État congolais se fait complaisant avec des gens qui ont des approches criminogènes, des approches des gens corrompus, parce que nous nous rendons compte que tout l'argent qu'ils ont pillé au Congo, ils sont en train aujourd'hui de l'injecter, en train de corrompre un certain nombre de politiciens, ils sont en train de corrompre un certain nombre de jeunes. Ces jeunes qui sont sans emploi, qui n'ont rien à faire, qui manquent de l'argent, si on donne à l'un d'entre eux $500 ou 200, $300, eh bien, quand on fait état, par exemple, des sommes importantes, 15 millions de dollars, 20 millions de dollars ont été transférés au Congo, eh bien, Paul Kagame ou Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, n'hésitera pas à envoyer 10 millions au Congo, on corrompt les jeunes. Vous savez, c'est des choses qui sont vite parties. Alors, je pense qu'au niveau du gouvernement, ils doivent pouvoir motiver leurs décisions et interdire la fameuse marche. Quand on voit tout le brouhaha qui se fait maintenant au Congo, quand on voit tout ce qu'il y a comme tension au Congo, en tout cas, le pouvoir dirigeant ne peut vraiment pas du tout, enfin, nous l'avons vécu à l'époque de la dictature moboutiste. Quand il se rendait compte que la ville était assez chauffée, eh bien, quand il y avait marche, ou bien quand nous menions des actions, j'ai dit, je parle comme ancien président de la commission de stratégie élu. J'ai été élu dans le cadre de l'union sacrée de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons l'union sacrée au pouvoir, mais je parle du temps de l'opposition. J'ai été président. Et quand nous préparions un certain nombre de manifestations en gestation, le gouvernement bloquait, interdisait cela. Et je pense même d'ailleurs, le Rwandais, l'extrémiste génocidaire Tutsi rwandais, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, à l'époque,
quand il avait réussi son escroquerie à s'installer, quand ils avaient réussi leur escroquerie de le positionner comme chef de l'État au Congo, eh bien, il bloquait un certain nombre d'actions de masse qui, à leur point de vue, allaient dans le sens de pouvoir menacer la survie de leur pouvoir. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, il appartient au gouvernement congolais de pouvoir prendre des dispositions parce qu'à un moment donné, c'est des choses qui risquent de ne pas être maîtrisées ou au pire des cas, dans la recherche de la maîtrise de ce genre de situation, nous allons nous retrouver avec une hécatombe. Nous allons nous retrouver avec la ville de Kinshasa a 20 millions d'habitants. Nous avons des règlements de comptes en gestation, nous avons toutes sortes de problèmes en gestation. Donc, si aujourd'hui, on s'abandonne par le caprice de la démocratie, on dit, bon, écoute, c'est la démocratie, ils peuvent marcher, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela. J'ai dit, ancien président de la commission de stratégie, à l'époque, quand le régime du président Mobutu estimait que les actions que nous préparions allaient porter atteinte à la sécurité, eh bien, il bloquait ça, mais cela n'empêche... Il est bloqué déjà en amont. En amont, on bloque déjà avant que les actions ne puissent dégénérer sur le terrain. Ils anticipaient donc en amont, comme vous dites, et ça ne se passait pas. Mais à la longue, les choses ont évolué comme ils ont évolué, et il y a eu la tenue de la conférence nationale souveraine où l'Église catholique a trahi la nation comme ils ont trahi en 1960, comme ils ont trahi en 1880, 1910 avec le génocide congolais. L'Église catholique est traîtresse, c'est mon Église, mais hélas, sa soumission, esclavagiste, néo-esclavagiste à l'Église catholique belge fait que, voilà, ils sont en train de faire tuer les Congolais comme ça. Mais maintenant, le scénario qu'on a eu ici il y a moins d'une semaine, d'où le matin Fayoulou et compagnie, là on a parlé des émeutes, on a parlé des échauffourées, Martin Fayoulou qui aurait été victime. Bon, nous savons que Étienne Tshisekedi à son époque aussi, c'est un homme qui a vécu beaucoup de choses, hein, il a vécu des moments. Je me demande, mais est-ce que cette pression ici qu'ils sont en train de faire est dictée bien sûr par les officines, comme nous avons de regarder comment c'est en train de se préparer, parce que il suffisait que ceci ait lieu pour que Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères, puisse parler. On comprend déjà que vous avez besoin d'éléments sans enquête au préalable. Il a parlé. Il y a Joseph Olegankoy, d'ailleurs, qui est convoqué au tribunal au niveau de Kinshasa, qui, lui, dans sa déclaration, il a allégué qu'il y a eu 10 morts, à plus de 150 blessés, 200 personnes disparues. Il a donné un bilan macabre. Alors que le chef d'institution, c'est ainsi que le tribunal l'a appelé pour qu'il puisse, le tribunal, je voulais dire, l'a appelé pour ça, qu'il puisse un peu s'expliquer davantage. Est-ce que tout ça maintenant étant préparé, ne pensez pas que l'opposition finalement a pris le pouvoir au piège? Tel que nous sommes en train d'aller. Je pense que l'opposition n'a pas pris le pouvoir au piège. La dite opposition, en fait, a évolué convenablement. Elle ne pouvait pas évoluer autrement. Parce que je vous dis, dans ce qu'on dit opposition, vous en avez qui, en fait, ont été des fossoyeurs du véritablement dialogue intercongolais de la conférence nationale souveraine. La mise en échec de ce véritablement dialogue national intercongolais de la conférence nationale souveraine, sa mise en échec est en fait parmi les éléments précurseurs, de la situation que nous vivons aujourd'hui. Et ces gens, en fait, depuis très longtemps, ils se disent opposants ou bien opposition, mais en fait, ils ont commencé longtemps quand j'ai suivi la fois passée, Fayoulou qui disait que c'est lui qui a sauvé l'UDPS. Oui. Je pense que j'ai réagi un peu à votre émission. Je me dis, mais c'est très grave, ça, c'est des gens qui ne connaissent pas la mystique de l'UDPS. Tu vois. Donc, je dis, aujourd'hui, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui.
la responsabilité du gouvernement congolais est très importante. Et je dis, l'interpellation du partenaire américain est aussi importante. Okay. Parce que c'est une manipulation extérieure des gens qui ont eu la maîtrise de l'appareil de l'État, qui ont pillé systématiquement, comment dire, l'appareil de l'État pendant 18 ans, pendant plus d'une vingtaine d'années de l'occupation rwandaise au Congo. Eh bien, tout l'argent qu'ils ont mis de côté, ils essayent maintenant d'abuser de la bonne foi des jeunes qui ne sont pas informés, qui ne sont pas au courant des mécanismes qui les maintiennent dans cet état de déprédation où ils se trouvent aujourd'hui. Eh bien, avec 10 dollars, avec 5 dollars, on peut réussir. Et si on a 10 000 dollars, on peut comme ça abrutir 10 jeunes, ils prennent un peu de drogue. Il y a une manipulation qui peut être faite avec très peu d'argent. Et le reste, Kabound garde ça pour lui, et pour le reste, il a pu jouer le jeu. Donc, je dis, par rapport à ce qui est à faire, il appartient à l'État. Il appartient à l'État congolais de pouvoir, en tout cas, prendre les dispositions qui conviennent pour prévenir et mettre en échec tout cela. Et aussi, je dis, au niveau de l'État congolais, au niveau des forces politiques congolaises, essayer de faire une démarche auprès de la représentation américaine au Congo pour demander que eux puissent saisir les autorités américaines aux États-Unis par rapport justement à tout ce que les hommes politiques... Suivez l'interview de Louis Michel. Suivez l'interview hypocrite de Louis Michel. Il n'ose pas dire les choses clairement, mais quand vous le suivez, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est en fait en train d'en vouloir au groupe d'intérêt américain qui s'intéresse au Congo, et que cela risque de déclasser, comment dire, les groupes d'intérêt belges dans le devenir du Congo si on se rend compte, en fait, la descente aux enfers qui de plus en plus est en train de gagner l'économie belge. Ils ont mal géré les fabuleuses fortunes qu'ils ont retirées du Congo. Ils ont mal géré et aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse et ils ont bien peur que les groupes américains, le groupe économique américain viennent au Congo et s'installe au Congo en contact direct avec les groupes d'intérêt congolais, excluant les anciennes puissances l'ancienne puissance colonisatrice belge, l'intermédiaire. Donc j'ai dit, c'est plutôt et vous au niveau des médias, vous avez un rôle très important et j'apprécie beaucoup le travail que vous faites au niveau de la diaspora avec tous ces compatriotes qui interviennent, qui donnent leur point de vue. J'apprécie énormément et vraiment, je vous dis que je salue votre travail. Bon, en tout cas, maintenant, comme vous avez plein ces décors-là d'une situation qu'on a fait face au pays, il y a l'instrumentation qui vient de l'extérieur, donc de l'extérieur, la main extérieure, donc à l'interne, on porte le masque à l'extérieur. Maintenant, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a d'abord l'opposition qui est là. Il y a la Senko qui s'aligne avec. Allez-y. Permettez que je vous interrompe. Vous parliez de Maxime Prévost. Oui. Mais justement, vous savez, aujourd'hui, ils sont à bout et rien à faire, ils vont provoquer quelque chose au Congo. Ils vont provoquer le pire au Congo, en fait, pour mettre mal à l'aise le président Donald Trump, qui est déjà très engagé avec la guerre, en Iran, qui est très engagé avec la problématique de comment ça s'appelle la guerre du Moyen-Orient. Non, plutôt le président Trump qui est très engagé avec les guerres qu'il y a au niveau de la Russie là-bas. Voilà. Donc j'ai dit, tout ça. Donc j'ai dit,
Ils savent que le président américain pourrait ne pas être très confortable à venir gérer en force les problèmes du Congo. On essaye d'intéresser les églises parce que quand ils passent leur message auprès des églises aux États-Unis, les églises américaines ne se rendent pas compte qu'il y a une fourberie là-dedans, que c'est des menteurs, c'est de ceux-ci qui le font. Eh bien, quand l'église catholique belge va le reprendre, quand ils vont le reverser auprès de l'église américaine, et quand les Moutengs vont reverser aux États-Unis, donc ça va créer ici aux États-Unis un maelstrom qui fera que, en fait, on risque de considérer le président Félix Tshisekedi comme quelqu'un de normal. On oubliera que tout l'effort, c'est-à-dire qu'on ne tiendra pas compte de tout l'effort qu'il a fait. Je vous dis personnellement, j'ai été l'un des rares membres de la classe politique congolaise de l'époque de Mobutu qui s'est trouvé à l'Est au moment de la venue de ce qu'on a appelé AFDL. J'ai été l'un des rares. Et quand des amis comme Olengankoy, comme d'autres venaient, comment dire, à Kampala, ils habitaient chez moi. Chez moi. Donc j'ai dit, j'ai été l'un des rares. Et je suis l'un des rares qui peut témoigner aujourd'hui sur la réalité de ce qui s'est passé. Parce qu'il y en a qui ont attendu que l'AFDL arrive à Kinshasa il y en a qui ont attendu aujourd'hui pour parler de l'infiltration. Quand on parle de celui qu'on appelle Joseph Kabila, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe. Kanambe étant le nom de son père. Son père s'appelait Christopher Kanambe. Sa mère, Marceline Kajibouye. Sa mère, deux Tutsi rwandais. Ok. Et il n'a jamais été adopté par Laurent Désiré Kabila. Et la grande erreur du vieux Laurent Désiré Kabila, c'est qu'on l'a piégé en l'amenant à proclamer que c'était son fils. Et aujourd'hui, tout le monde est induit en erreur. Et quand nous faisons notre témoignage, quand je fais mon témoignage, le dire comme ça, je suis parfois très désagréablement surpris de voir qu'on essaye de passer ça sous silence. Il n'est pas congolais, il n'est pas fils de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a fait cette reconnaissance de filiation, en fait, pour qu'on puisse neutraliser le général Kissa Sengandou et lui accorder la position du porte-parole du mouvement qui venait. Le mouvement qui venait, le mouvement AFDL, ce n'était pas un mouvement congolais, c'était un mouvement rwando-ougandais. Oui. Et il y avait certes de supplétifs congolais, à l'époque Laurent Désiré Kabila, et puis au fur et à mesure qu'on a évolué, il y en a eu d'autres, mais ça n'a jamais été un mouvement congolais. Et je témoigne. Et si aujourd'hui il y a un dialogue, je serai là comme tenant du projet de société de la Conférence nationale souveraine et je témoignerai. Et j'aimerais vraiment que les médias fassent un effort, qu'on ne l'appelle plus Joseph Kabila, qu'on l'appelle Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Parce que justement, nous sommes en train de nous poignarder nous-mêmes quand on les fait passer pour un Congolais. Et quand le président parle de chien, mais vraiment, il fait très bien de parler de chien. Vraiment, j'ai applaudi cela très fort. Parce que ça, c'est un chien rwandais qui est venu jouer chez nous. Je vous suis parfois vos émissions. Vous essayez de prendre des précautions pour expliquer, justifier ce vocable de chien. Je vous dis, le président, c'est une appellation qui est d'excellence. Je vous parle d'un ancien de Goma. J'étais à Goma. J'ai été chassé à Goma. J'ai été chassé. Ils auraient même dû me tuer. Mais Dieu, une longue histoire. Donc je dis, vraiment, je tenais à revenir à Prévost, je tenais à revenir avec cette affaire du chien, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Nous devons faire très attention. Très attention. Très attention. Alors, on doit essayer de faire attention, sérieusement. Maintenant, une deuxième partie de ma question, je pense que vous n'avez pas répondu. La justice congolaise appelle au Joseph Olengankoy. Alors, il a un tweet
qu'il a publié et puis qu'il a effacé, lui étant un mandataire de l'État. Je pense que c'est un tweet que beaucoup de gens ont relayé, dont je pense bien Steve Wemby. Alors Steve Wemby, si vous ne le connaissez pas, c'est un blogueur proche du Rwanda. À un moment, il était congolais et puis, curieusement, il publie les choses pour le Rwanda. Donc pour moi, enfant des Rwandais, comme d'habitude. Alors il y a ces tweets-là. Voilà, je vais vous mettre dans la capture. Voilà, l'étude là en question qu'on a publié sur les réseaux sociaux, que on attribue que le compte n'est plus celui de Olenga Nkoy. Parce que dans l'étude, on parle ceci. Joseph Olenga Nkoy. Le bilan provisoire de la manifestation contre le changement de la constitution à Kinshasa fait état de 10 morts, 15 disparus, 176 blessés graves. Les pouvoirs basculent dans la tyrannie extrême et l'étendard sanglant élevé, mais le peuple gagne toujours. Alors, vous voyez, c'est approprié pour le président de la cour de cassation de l'appeler. Moi, je n'ai pas les pouvoirs parce que je sais la différence qui est là-bas. Ok, disons ça comme ça. Est-ce que vous pensez que le temps était approprié pour interpeller Olenga Nkoy? Je pense que, tel que j'ai lu la déclaration, mon ami et frère Olenga Nkoy a commis une très grosse imprudence. Il a commis une très grosse imprudence. J'ai dit, c'est mon ami, mon frère. Oui. C'est quelqu'un avec lequel on a mené la lutte. Les combats ensemble, oui. Oba Kulumpa, le président Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Ça, c'est vraiment une grosse impudence, écrire des choses comme ça. Ça, c'est triste. C'est triste. Mais je dis, les autorités vont devoir, comme vous le dites, on pris cela en charge. Nous attendrons pour voir un peu comment tout cela va être éclairé. Pourquoi il ne sait pas faire la part des choses entre... Parce qu'il est président du CENSA. CENSA, c'est commission de suivi comme ça de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, un poste le créer pour se faire de l'argent. Parce que ce rôle pratiquement n'a rien joué dans les microcosmes politiques congolais. Pour le calmer, on lui donne ce poste-là avec bien sûr des avantages tous les mois. Maintenant, il bascule, il devient opposant, en même temps, toujours au CENSA. Pourquoi au Congo, on ne peut pas faire les choses un peu en avant? Pourquoi on ne peut pas être proactif? On est toujours rétroactif. Maintenant, on commence à penser au CENSA, tout ça. Il fallait mettre un terme à cette histoire de CENSA une fois pour toutes. Je dois avouer que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas été en contact avec lui. On était souvent en contact téléphonique, mais ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas échangé avec lui. Et je suis très, très, très désagréablement surpris de lire, de découvrir ce qui est écrit là-bas. Des choses extrêmement graves dans le contexte actuel. Et comme je l'ai dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était sans avoir vu ces écrits-là. Nous sommes inscrits dans une logique extrêmement grave. En tout cas, des groupes d'intérêt politiques et économico-financiers européens et même américains, qui ont tiré le plus grand profit du génocide rwandais avec les 20 millions de morts congolais. Eh bien, ces groupes-là se rendent compte que l'action politique salvatrice, extrêmement salvatrice, parce que je vous dis aujourd'hui, j'ai 2-3 préalables à mettre au point. Je me mets prêt à rentrer au pays. Okay. J'ai encore des problèmes à prévenir pour ma sécurité rentrer au pays, mais j'ai dit, aujourd'hui, plus que jamais, je suis prêt à rentrer au pays, essayer de rentrer à Massimanimba, rentrer à Kikwit, partir dans les Ouélé, essayer de relancer les entreprises, essayer de créer des dizaines de milliers d'emplois avec le partenariat américain, agro-industriel et alimentaire américain que nous préparons à mener. Je suis vraiment prêt. Donc j'ai dit, au moment où j'ai dit cela, quand je pense à un retour, mon frère et ami Olenga Nkoy est parmi les personnes auprès de qui que je pourrais approcher, être avec. Mais quand je vois des choses comme ça, je dis ça fait froid au dos,
ça fait froid au dos. Je dis, c'est très Ouais, grave. ça fait froid d'off, certes, oui, ça fait. Où est-ce que l'axe du mal viendra? Parce que les gens actuellement veulent seulement, apparemment, vous entendre. Ils veulent s'accorder seulement leurs intérêts. Parce que moi, je ne vois pas, c'est que Kabound rejette dans ceci. Kabound, comme vous l'avez analysé dans votre analyse, il prendra les morceaux qui restent, comme l'a dit Kabouya, les 10 millions, les 2 millions qu'on a donnés, il donne 200 $, les restes, il reste. On dort les gens, ils se battent. Celui-ci, il est très loin en Belgique. Il n'est pas même proche de l'affaire. Et vous avez Kabila qui entre, bon, Kanambe, Hippolyte Kanambe, qu'on ne peut pas Joseph Kabila, qui entre de se pavaner partout en Afrique, là où il est à l'aise. Et tous ces gens-là sont à l'extérieur. Il y a, on peut dire, une prise en charge extérieure des violences qui se font à Kinshasa. C'est pourquoi ces gens-là vont mettre beaucoup de moyens en jeu, justement pour mettre le pays à feu et à sang. Alors, quel est votre souhait? Quel message vous voulez donner aux Congolais? Parce que nous commençons déjà à atterrir, nous sommes déjà à 50 minutes d'enregistrement. Nous restons avec quelques minutes avant de terminer. Quel est le message que vous donnerez aux Congolais pour ne pas tomber dans ce guet-apens, dans cet abîme ici qui risque de nous plonger dans la désolation inutile? Je pense que par rapport à nos compatriotes congolais, et la fois passée, vous vous rappellerez, je vous ai dit quelque chose en commençant l'émission. J'ai parlé de la responsabilité des médias. Et c'est comme ça que, j'ouvre une parenthèse, la conférence nationale souveraine, les travaux de la conférence ont été diffusés, radio, télévisés, sur toute l'étendue de la République. Et les populations ont suivi, ils ont suivi les débats. Ils ont suivi un peu comment la justification, l'explication de la descente aux enfers congolaises, aux enfers congolais. Et j'ai dit aujourd'hui, malheureusement, on n'explique pas assez le phénomène qui est en train de se passer. Le travail extraordinaire, je dis vraiment extraordinaire, et je ne m'empêcherai pas de dire... Président de la République, je te présente mon pardon, mes excuses à toi et à ta famille. J'ai été très violent avec vous. J'étais violent parce que je pensais que vous nagiez avec ces gens-là. Mais aujourd'hui, si vous n'aviez pas été au pouvoir, je me demande aujourd'hui si le Congo existerait encore aujourd'hui. Et même quand j'entends des gens qui disent « Ah, le président n'a pas gagné les élections, il a triché », tu as bien fait de tricher si c'est vrai que tu as triché. Ah, il avait dit qu'il allait laisser le pouvoir. J'ai dit, tu es un excellent politicien. Il fallait leur annoncer ça comme ça et les piéger comme tu as piégé. Tu es vraiment le meilleur de nous tous. Parce que si c'était moi, on ne serait pas arrivé là. Parce que j'ai un tempérament, je ne sais pas jouer, je ne sais pas amener les choses comme il a amené. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand il vient aux États-Unis, il dit... comment dire, déboulonner le système, et on ne peut réussir qu'avec les Américains. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est comme ça, ce garçon. Donc, je dis, aujourd'hui, il appartient à vous, médias, d'expliquer cela aux populations congolaises, que les 60 années de descente aux enfers, on ne va pas sortir les gens de là-bas comme ça. Donc, il faudrait que les médias, il faudrait que les politiciens qui sont autour du président, qu'ils ne puissent pas prendre l'argent pour acheter des maisons à Mbinza, ou acheter des maisons en Europe, ou jazzer, ou faire la fiesta, qu'ils puissent voir la possibilité de faire des investissements dans l'arrière-pays, dans leur milieu d'origine, créer des emplois. Je dis, tous ces garçons qui sont enfin, je m'excuse, je vais le dire comme je le pense, tous ces jeunes de la province du Bandundu, qui sont là à Kinshasa, qui sont en train de crever comme ils crèvent. J'ai dit, si au moins, Fayoulou pouvait dire, bon, écoute, je prétends être du Bandundu, écoutez, l'argent que Kanambe m'envoie, je vais essayer de monter quelque chose dans la province. Tous ces gars qui sont à Massina, qui sont dans les camps Luka et consorts, seraient très heureux, diraient, non, on va rentrer, il y a du travail qui va être créé chez nous. Mais quand vous prenez cet argent pour construire des buildings à Kinshasa ou envoyer à l'étranger, j'ai dit, c'est tout ça, c'est ce travail que vous, les médias, vous devez faire pour faire comprendre aux étudiants, pour faire comprendre aux jeunes que le travail à faire va être long,
la destruction a duré 60 années et que la reconstruction, nous pouvons le faire très rapidement. Tout dépend de la méthodologie que nous allons mettre en œuvre pour le faire. Mais j'ai dit, aujourd'hui, dans les 12 mois, nous pouvons créer 15-20 000 emplois dans la ville de Kikwit. 15-20 000 emplois dans la ville de Kikwit. Et si vous entreprenez une histoire comme ça, j'ai dit, les jeunes qui ont quitté Kikwit pour Kinshasa, qu'on essaie de tromper aujourd'hui, vont se rendre compte, tiens, mais il y a moyen de faire quelque chose là-bas. Donc j'ai dit, tout est maintenant dans les politiques qui vont être mises en œuvre pour demain. Tout est dans les politiques qui vont être mises. C'est-à-dire qu'on se rende compte au moins qu'il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui vient. À ce moment-là, les jeunes ne se font pas rouler pour des billets de 5 dollars ou des billets de 10 dollars qui vont aller échanger chez des échangeurs et qui se rendent compte que non, aujourd'hui on m'a donné 10 dollars, demain on va m'en donner 1000, on te donnera rien, tu vas crever. Tu vois? Donc j'ai dit, je demanderais que de temps en temps, nous puissions avoir des émissions avec vous pour pouvoir tenir le langage que nous tenons, que les gens comprennent que les choses ne se passent pas comme ça. Ces gens ne feront rien. Ils ne feront strictement rien. Strictement rien. Et je pense que le contrat, le partenariat minier que le président Félix a signé avec les Américains ressemble au partenariat qui avait été signé plutôt à la résolution Cambodge Lodge que le Sénat américain avait élaboré, qui a fait que 50 ans après, nous sommes partis d'une jungle. Le Congo était une jungle. La forêt, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'immeubles. Nous sommes partis d'une jungle pour devenir 50 ans après l'un des pays où les conditions de vie étaient les meilleures au monde, comme le Canada aujourd'hui. Donc j'ai dit, il y a moyen de le refaire avec les Américains, qu'on ne vienne pas vous tromper. Le contrat, le partenariat minier américain, avec ce que nous sommes en train d'essayer de proposer avec un ajout du partenariat agro-industriel et alimentaire. Oui. J'ai dit, il y a moyen de déclencher un mécanisme fabuleux, fabuleux, fabuleux. Merci beaucoup, Jacques Matanda, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Ok. Les amis du MAG, là c'est Jacques Matanda Mamboyo, un politicien congolais avec un bagage intellectuel à nous éclairer. Nous pensions qu'il était important qu'on le fasse intervenir à ce stade de débat. Au revoir les amis et à plus tard sur Africa TV Network avec le même plaisir.